Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Il est beau mon marché. Bonjour mes amis, comme chaque semaine, je fais le marché pour vous sur Sud Radio. Et dans mon grand cabas, que du beau, que du bon. D'abord, le piment, mais alors attention, le piment à la française de la maison Martin. De la haute sauce, et même très haute, comme vous allez voir, élaboré par une famille de jeunes cuisiniers, tout feu, tout flamme. Ensuite, vers 10h30, un petit tour du côté de la Bourgogne. En plein vignoble des Côtes de Nuit, au château de Clos-Vougeot, précisément, ouais, ça fait rêver, pour le 107e concours du tape-vinage, auquel j'avais la chance de participer et donc de déguster. Ouais, ça fait envie, je sais. Enfin, dans la même région, nous nous intéresserons à la reconversion de Rodolphe Houssin, qui a décidé d'élever en forêt, dans le Jura, des porcs de race Duroc, pour en faire, rien que ça, vous allez voir, le meilleur cochon du monde. C'est comme ça qu'il a appelé sa page Instagram. Mais tout d'abord, on va partir. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. On va partir pas très loin. En même temps, par le produit, oui, mais par la production, non. Enfin, je vais m'expliquer tout de suite. En tout cas, on va se cramer la langue, s'emporter le palais, se fouetter les sangs avec le piment de la maison Martin. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Benjamin. Bonjour Vincent. Oh, d'une seule voix les frangins Martin ce matin. Alors, on n'est pas très loin, on est en métropole, ce qui est assez étonnant, parce que les frères Martin, ils jouent avec la maison Martin sur une identité très française. D'ailleurs, votre logo, votre image, c'est un coq français qui porte un piment. Il faut dire que, pourtant, en matière de piment, en France, on est assez gâté. Mais quand on dit ça, on pense plutôt aux Antilles, on pense plutôt à l'océan Indien avec la Réunion, on pense à la cuisine créole, moins à la métropole. Alors, comment est née chez les frères Martin l'envie de traiter le piment et les sauces piment? En fait, c'est assez simple, mais ça a pris du temps. Déjà parce que nous, en France, on n'avait pas trop cette culture piment, mis à part en métropole, je parle mis à part le piment d'Espelette, qui est assez doux. On n'avait pas cette culture-là. Alors, moi, j'ai un parcours de cuisinier où j'ai évolué dans des établissements étoilés. Et en fait, effectivement, mis à part du Vous pouvez nous tabasco, dire, par exemple, les maisons dans lesquelles vous êtes passé, Jean-Baptiste? Oui, c'était le Grand Véfour avec Guy Martin, Stéphane Rimbaud à l'Oasis, à Mandelieu. Les Martins travaillent chez les Martins, alors? Voilà, mais voilà. Et aussi également au Trianon Palace aux Trois Marches, c'était au siècle dernier avec mon maître, c'était Gérard Vier, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en cuisine. Donc voilà. Donc on a beaucoup travaillé l'art de la sauce aussi dans ces belles maisons. Et après, en fait, j'ai été amené moi à aller travailler quelques années en Californie. Et donc j'ai travaillé avec des Mexicains en fait, qui eux ont la culture du chili vraiment ancrée dans la peau. Et donc, c'est ces cuisiniers mexicains qui nous ont initiés un petit peu au hot et à la salsa picante. Donc, on va parler de sauce piquante, en fait. Oui, parce que beaucoup des membres des brigades en Californie sont des Mexicains. Les Hispanos sont beaucoup en cuisine, dans tous les restaurants. Quasiment que, c'est ça. C'est ça. Et donc nous, on a pris cette culture là-bas, donc auprès des Mexicains. Et puis, en revenant en France, en définitive, j'ai ouvert une école de cuisine à Viroflay, donc on enseigne la cuisine au grand public. Et puis, Viroflay, c'est Île-de-France, c'est juste à côté de Paris. Tout à fait, c'est ça, c'est à Viroflay, cuisine coup de cœur. Et donc, on cherchait en fait à trouver une bonne sauce piquante. Et on n'y arrivait pas, soit c'était trop sucré ou trop acide, enfin c'était pas notre goût. Et donc du coup, un jour on s'est dit, allez, on va essayer de la faire. Sauf que on était confronté au problème de trouver la matière première, parce qu'en France, il n'y a pas, mis à part dans le Pays Basque, il n'y a pas beaucoup de piments qui poussent. Donc on a trouvé, un premier agriculteur partenaire à qui on a convaincu de nous faire pousser quelques kilos de piment. Et au début, en fait, cette sauce a été destinée vraiment à notre usage. Donc on a travaillé. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est aperçu qu'en travaillant beaucoup les recettes avec notre savoir-faire de cuisinier, on arrivait à sublimer le produit, en fait, à arriver à des sensations qu'on n'avait pas connues auparavant. Donc, bon cuisinier, pionnier, oui.
excusez-moi, je vous interromps un petit peu parce que là, vous allez vite en besogne. Je voudrais qu'on parle déjà du piment lui-même. Vous le dites, évidemment, piment d'Espelette, hein, dans le Pays Basque. C'est notre, on va dire, notre piment métropolitain, bien entendu. Pourtant, tous les piments viennent d'Amérique. Hein, ils sont rentrés après la découverte de l'Amérique avec les premiers conquistadors. Même les piments de Navarre, enfin tous les piments européens sont venus d'Amérique, hein, parce que c'est un fruit qui est originaire d'Amérique. Comment se fait-il qu'on ait trouvé quand même un biotope ici qui y corresponde? Parce que quand on pense piment, on pense plutôt aux zones tropicales, en tout cas pays chauds. Tout à fait. On a effectivement, c'est une très bonne remarque. Il a fallu en fait on a un autre travail derrière en fait qui est de faire de la recherche et développement pour savoir justement quelles sont les variétés qui vont s'acclimater. Donc en fait, on va chercher des graines nous dans le monde entier. Vous le signaliez tout à l'heure, effectivement, avec justesse, ça vient d'Amérique, au même titre que la carotte, que la pomme de terre. Donc effectivement, aujourd'hui, ça pousse ici. Mais nous, notre travail, en fait, il est de faire pousser ces piments-là. Alors, ils ne sont pas destinés à fabriquer nos sauces. On va analyser, en fait, chez nous, là-haut, sur une grande terrasse, est-ce qu'ils s'acclimatent, est-ce que les fruits sont bons, sont à notre goût, est-ce qu'ils sont suffisamment productifs pour que nos partenaires, nos amis maraîchers, là, puissent les faire pousser. Donc, on a un travail, en fait, qui est très important en amont. On prend aussi beaucoup de plaisir parce qu'on a toutes nos petites plantes là qui poussent, c'est génial. Et après, en fonction de ça, s'il remplit tous les critères, et donc, s'il a réussi à pousser en région parisienne, où ce n'est pas vraiment là où il y a le plus de soleil, on se dit que dans le sud-ouest, par exemple, il n'y aura aucun problème, en fait. Et donc, à partir de là, notre producteur, lui, se charge d'aller trouver les graines du dit piment et les met en culture en France. Voilà. Mais donc, il y a un vrai travail, en fait, de recherche. Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, vous revenez de Californie, avec dans vos bagages l'envie de piment et Anna, que vous allez nous présenter dans un instant, qui fait partie de l'équipe. Mais comment est-ce que vous avez embarqué votre frère Benjamin, qui est avec nous ce matin, dans l'histoire Benjamin? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le piment, vous? Alors, à la base, avant de tomber dans le piment, je suis tombé dans la cuisine. Il faut savoir que quand Jean-Baptiste et Anna ont ouvert l'école de cuisine, moi, je faisais un peu des extras ici pour faire de l'argent de poche, tout simplement. Et moi, je n'ai pas une formation de cuisinier à la base, mais je suis vraiment tombé dans la passion de la cuisine à ce niveau-là, à force de suivre les cours. Et petit à petit, en plus, on s'entendait bien. Et le jour où on a commencé à faire des sauces ensemble, je me suis dit, moi, je suis un fan de piment aussi, et que il fallait qu'on fasse aussi découvrir ces sauces au plus grand nombre, quoi. Alors justement, Benjamin, on associe en commun d'être des métropolitains. Moi, je le dis carrément, le piment n'est pas dans ma culture parce que j'ai pas été élevé avec. On le voit bien, hein, les enfants qui commencent à manger du piment en zone tropicale en général, hein, il faut bien le reconnaître, les pays chauds, ils ne peuvent plus s'en passer au cours de leur vie et surtout, ils n'ont pas ce côté, comment dire, ce côté brûlant qui peut gêner. Moi, je suis le premier, hein, que ça gêne. C'est-à-dire qu'après tout, c'est une habitude, c'est une culture. Alors, comment est-ce que vous êtes venu au piment, vous qui êtes métropolitain et pas habitué dès la naissance? Ouais, nous, je pense que c'était dans la famille aussi. Moi, je sais que j'ai des parents qui mangent très épicé, où on avait toujours une bouteille de sriracha à table. Voilà. Ah bah voilà. Et du coup, forcément, quand on commence à goûter à ça, on a un peu du mal à s'en passer. Et on recherche toujours de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations à ce niveau-là. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure dans le deuxième quart d'heure parce qu'il y a effectivement les saveurs, il y a le côté brûlant ou piquant simplement, enfin en tout cas un peu chaud, et puis il y a les sensations. Parce que ça, je crois que ça fait partie de l'expérience piment. Et pour le comprendre, je crois que Jean-Baptiste, c'est aussi à ça que vous ont initié tous les hispanos que vous avez croisés en Californie. C'est les sensations que ça procure. Tout à fait, en fait. Alors, au-delà, en fait, de l'aspect gustatif, où on va effectivement charpenter une préparation en lui amenant davantage de densité au niveau des arômes, du piquant, du brûlant, on va avoir après, en fait, déjà on va parler de vibration. On a une vibration, en fait, en mangeant, mis à part le wasabi ou la moutarde, voire certains poivres. Il y a peu d'ingrédients en fait qui procurent en fait cette vibration vraiment puissante. Et en fait, le corps, lui, il va réagir à ça en définitive
Donc, on a une sensation En effectivement montant en température en général, non? en montant en température, voilà, on est chaud, tout ça. Ouais, ça donne chaud de manger du piment, hein. On transpire chaud, souvent. ouais, ça donne chaud, ça donne chaud. Bon, bah écoutez, gardez-nous au chaud 2 secondes, on se quitte le temps de la pub et on se retrouve pour continuer l'aventure du piment. Ça marche. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ouh là là, de retour sur le marché dans la chaleur des piments de la Maison Martin ce matin, maison française, et je vais même dire maison française métropolitaine, hein, parce que les piments français, on les trouve plutôt du côté, on va dire, des Antilles, la Guyane évidemment, hein, avec ce fameux piment de Cayenne, et puis l'océan Indien avec que ce soit Mayotte, que ce soit la Réunion. Là aussi, on mange pimenté dans la cuisine créole. Beaucoup moins en Île-de-France, sauf depuis que les frangins Martin se sont chargés de nous faire des sauces. Et nous a rejoint ce matin Anna, qui est la 3e tête de l'équipe. Bonjour Anna. Bonjour. Vous aussi, vous êtes tombée dans le piment depuis longtemps? Oui, j'ai été beaucoup cobaye, surtout. Ah, c'est ça. C'est ça. Ils ont expérimenté sur vous ce qu'ils ne pouvaient pas manger eux-mêmes. C'est sympa. Mais oui, mais c'est vrai que c'est une autre dimension. Pour être aussi, avoir fait de la cuisine pendant 20 ans, on apporte vraiment une autre dimension à la dégustation et ça devient physique et c'est quand même très, très agréable. Alors la question c'est, à quoi ça ressemble les sauces que vous faites, les sauces pimentées de la Maison Martin avec différentes, on va dire, chaleurs, hein, on va du plus doux enfin du plus doux déjà, d'un peu piquant à vraiment carrément brûlant, à torride j'ai envie de dire. Pour faire une analogie, on va dire que c'est un peu un tabasco artisanal, si on peut faire simple, hein, pour que les gens qui ne connaissent pas du tout le produit, c'est-à-dire une sauce, mais que vous faites artisanalement. C'est un peu comme si vous faisiez du ketchup par rapport à un ketchup de grande marque. C'est ça. Alors, je dirais qu'après, Tabasco, c'est un excellent en fait, vinaigre piquant. Ouais. C'est-à-dire que c'est très acide. On va pas dénigrer, en fait, ça fait plus d'un siècle qu'ils vendent de la sauce piquante partout dans le monde. C'est une marque, hein, voilà. C'est un excellent vinaigre piquant. Nous, on a voulu plutôt en fait jouer sur le fruit et sur les saveurs en fait que dégagent les différentes variétés de piments. Tout commence l'été déjà par le broyage et après la fermentation en fût en cave. Donc, on développe un circuit court. Du coup, nos piments sont récoltés à l'été et en fait, on les fait fermenter après en fût en cave avec une fermentation malolactique. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du vin, la malolactique, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est l'acide malique qui se transforme en acide lactique. Et du coup, sur le plan des arômes, ça fait quoi? Eh ben, sur le plan des arômes, nous, on va avoir en fait déjà ce goût malolacté, donc un peu plus acidifié. Naturellement, en fait, parce que la fermentation fait descendre le pH. C'est un peu technique. Le pH. Alors, le pH, c'est l'acidité. L'acidité, voilà, fait descendre l'acidité. Et donc, ce qui permet, en fait, naturellement, en fait, la conservation sans ajout de produits conservateurs. Après, l'affinage des arômes, c'est un petit peu comme on prendrait un jeune vin et un vin qui a passé 2-3 ans en cave. Bien, c'est plus le même. Il n'est pas forcément moins bon ou meilleur. Il a juste changé. Ce qui est hallucinant, je me tourne vers Benjamin, en fait, vous faites fermenter, c'est-à-dire que c'est le même process que pour la fermentation des raisins. Vous faites une sorte de vin de piment? Alors, dans l'idée, oui. En fait, la fermentation, ça avait 2 intérêts majeurs pour nous. C'était d'une part, si on voulait travailler avec une matière qui était locale, le piment en France, il pousse qu'une fois par an à la saison. C'est un fruit. Hein. Oui. Donc, il est ramassé entre août et septembre. Donc, nous, le défi qu'on s'était lancé, c'était de travailler avec cette matière première locale. Fraîche, parce que vous pouviez avoir du congelé aussi, j'imagine. C'est ça qu'on aurait pu réhydrater, voilà, mais pas avec du tout la même richesse des arômes et des saveurs qu'on a aujourd'hui. Et le deuxième intérêt de la fermentation, c'est de pouvoir aller affiner cette matière entre plusieurs mois à plusieurs années pour que justement tous ces arômes se concentrent et qui nous permettent d'avoir une purée en fait, de piments qu'on va venir cuisiner ensuite qui soit vraiment explosive au niveau des arômes en fait. Explosive, ça on le souhaite, hein, parce que c'est aussi l'intérêt du piment, bien entendu, par rapport à tout autre fruit. Hein. C'est cette fameuse capsaïcine, c'est-à-dire cet élément piquant que l'on trouve avec la très célèbre échelle de Scoville pour les spécialistes, qui en fait une classification des piments par leur force, par leur brûlant.
Tout à fait. En fait, c'est une échelle qui monte de 0 à plusieurs millions, en fait, et qui exprime en fait un pourcentage de dilution du piment jusqu'à arriver à 0 piquant. Donc, par exemple, on a un piment très fort qui a 2,5 millions sur l'échelle de Scoville. Ça veut dire si je prends une goutte de ce piment, il faut que je mette 2,5 millions de gouttes d'eau jusqu'à arriver à 0 saveur de piquant. À pas le sentir, quoi. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que tout en bas de l'échelle de Scoville, on a le poivron, hein, le piment doux, en fait, le poivron doux. Et puis, on monte avec des piments pas très forts, et notamment le piment d'Espelette, hein, qui est assez bas hein, dans l'échelle de Scoville, jusqu'à des piments spécialement, on va dire, hybridés ou fabriqués pour franchir des étapes. Et d'année en année, on a des piments de plus en plus forts, parce qu'il y en a que ça amuse, hein, c'est pas vraiment pour la consommation. Tout à fait, ouais. Après, beaucoup en fait de ces croisements proviennent des États-Unis. Ouais. Mais je précise encore une fois que le mot hybridation souvent fait un peu peur, mais c'est un processus complètement naturel. C'est-à-dire qu'on va prendre avec un petit pinceau un peu de pollen sur la fleur. Bien sûr, hybridation, quoi. Voilà. C'est pas c'est pas fait in vitro dans un laboratoire. C'est pas de l'OGM, oui. D'accord. Voilà, ça reste naturel. D'accord. Alors, pour les spécialistes qui nous écoutent, les amateurs, évidemment, moi, il y a des noms qui me font frémir. Hein. Quand on parle de Jolokia, quand on parle de Naga Viper, quand on parle de Scotch Bonnet et le California Reaper, c'est un peu les champions du monde du brûlant, là. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Il a même été détrôné l'année dernière ou il y a 2 ans par le piment X, voilà, qui est à plusieurs millions. Voilà. Mais là c'est même pas consommable, Benjamin. Ouais, en fait, c'est pour vraiment ce qu'on appelle les chiliettes. C'est les mecs qui font que se brûler la gueule, en fait. Et c'est pas la démarche qu'on avait, nous, à la base, en montant la marque. Parce que justement, on sait qu'en France, il y a un travail d'éducation, il y a une démarche qui est pionnière dans la sauce piquante parce que ça fait pas partie de la culture, évidemment. Et que nous, le but, c'était pas de faire les sauces les plus piquantes du monde parce qu'ils le font très bien aux États-Unis, mais c'était de les faire les plus goûteuses et les plus recherchées d'un point de vue aromatique, en fait, en sélectionnant justement en amont les fruits qu'on souhaitait mettre en sauce, quoi. C'est comme ça n'aurait pas de sens d'avoir un rhum à 100 degrés, quoi. Voilà, au fond. Hein, parce qu'à un moment donné, la force, je dirais, annihile un peu le goût. Alors, je vais demander à Anna, parce que vous êtes 3 dans cette équipe. Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir des goûts différents. Mais au moment de choisir, justement, est-ce que chacun a son input? Est-ce que chacun a son goût? Est-ce que chacun peut faire valoir sa voix et ses goûts? De toute manière, on est là pour discuter et ça se trouve d'ailleurs assez bien là-dessus. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi des goûts différents pour voir ce qui peut plaire aussi au plus grand nombre. Il y en a, c'est vrai que moi, la Sirocco qui était un peu forte, j'ai dit, moi, j'en voudrais une un petit peu moins forte. Donc, je ne sais pas ce que c'est que la Sirocco, il va falloir m'expliquer parce que vous avez une gamme en fait. Parce qu'en fait, vous nommez vos sauces piments. Il y en a combien d'ailleurs? Une dizaine aujourd'hui? Presque une douzaine si on compte les Presque une douzaine. Certaines portent des noms de vent ou autour d'événements climatiques comme le tonnerre, la foudre, etc. Oui, ça c'est relié en fait à moi, mon passé de marin. Voilà, donc j'étais marin dans le Pacifique, en marine nationale. Et donc, nous, justement, on a fait notre Scoville à nous, qui est de 0 à 12, qui est l'échelle de Beaufort, du calme plat à la tempête. On trouvait que c'était. Et pourquoi pas à 10? Est-ce que c'était plus simple à 12 et pour avoir un peu plus de différentiel? 12, c'est venu comme ça. C'est l'échelle de Beaufort. Donc, voilà, c'est ça. Fidèle à la marine. Voilà, c'est ça. Et est-ce que du coup, il y en a un de vous 3 qui aime plus fort, d'autres qui aiment plus doux? Qui est celui qui supporte les piments les plus brûlants de vous 3? C'est Jean-Baptiste, non? Ouais. En fait, c'est relié à la testostérone. En fait, plus on a de testostérone, plus on va supporter les piments forts. Ouais. Ah bon, je ne savais pas du tout. Ça veut dire que là, malheureusement, le piment est genré alors. C'est très à la mode en ce moment de dire qu'on ne doit pas genrer. Mais on n'est pas égaux, qu'on soit homme ou femme, devant le piment. Apparemment pas. Alors ça, je vous parle, Vincent, d'études scientifiques. Oui. Bon, après, elles sont ce qu'elles sont. Mais quand même, on constate que celui qui va aimer le piment très fort
souvent, il va faire soit des sports de combat ou il va faire des activités un peu extrêmes. C'est parce qu'il faut qu'il se dépense derrière et que ça l'énerve. C'est pour ça, non? Et voilà, il va aimer quand il se passe quelque chose, vous voyez, dans son corps, quoi. En fait, c'est d'accord. Une corrélation. Cette vibration dont on parlait en début d'émission. Anna, de votre côté, du coup, toute votre testostérone, elle est de côté, évidemment. Et ça vous empêche pas d'aimer quand même les piments qui aient vraiment une certaine force, un certain brûlant ou... Non, parce qu'en fait, comme vous le disiez, c'est une question de culture et je commence à avoir la culture aussi de chili à force de goûter. C'est vrai que le palais accepte s'habitue aussi. Ouais, c'est un peu comme une drogue, il faut des doses de plus en plus fortes, des piquants de plus en plus piquants quand on aime le piment. Ah, là, quelque part, oui, mais c'est des saveurs qui sont aussi tellement différentes et que... comme le Naga Jolokia qui a un goût de fruit de la passion qui est exceptionnel. Incroyable. Ben, on a envie aussi de retrouver ce goût-là, quoi. Bon, il y a la force qui vient derrière après, mais ça dépend comment on agrémente nos plats. Donc, alors, j'ai eu la chance de goûter vos sauces, et notamment ce fameux habanero jaune. Habanero, c'est un piment très fort. Hein. Sur l'échelle de Scoville, il est placé très haut dans le consommable, hein, bien sûr, mais très haut. Je m'attendais à un truc terrible, et j'ai été surtout surpris par l'arôme, quoi. L'arôme est magnifique. C'est-à-dire qu'on pense... ça fait peur, hein, la force du piment pour ceux qui ne sont pas habitués comme moi. Mais l'arôme est vraiment magnifique. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors l'arôme, surtout, en fait, ce qui est hyper intéressant, effectivement, dans le piment, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu en France, mais c'est toute cette richesse aromatique. Et qu'au même titre que les pommes, les poires, en fait, chaque variété va avoir sa palette aromatique qui est propre. Donc typiquement, nous, on travaille beaucoup avec le habanero parce qu'on l'a sélectionné parce que c'est un fruit qui a un fruité qui est absolument phénoménal. Et c'est hyper intéressant de voir entre les différences, typiquement le habanero rouge qui va tirer plutôt sur l'agrume, le habanero jaune va plutôt tirer sur tout ce qui est arôme un peu fruits tropicaux, en fait. Donc, absolument. Il y a un côté salade de fruits. Un côté mangue, passion, incroyable. C'est ça, ouais, absolument, ouais, absolument. Et la fermentation, justement, dans tout ça, va venir complexifier ces arômes. Et lorsqu'on va goûter nos sauces, en fait, c'est comme si on croquait dans le fruit à la sortie du champ, à pleine maturité, l'été, là, avec le soleil. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver ce côté, voilà, on croque dans le fruit lorsqu'on consomme la sauce, quoi. Un petit mot avant de se quitter, madame, messieurs. Il y a également un piment fumé chez vous, une sauce fumée, très agréable. Elle est à base de quoi? On a plus beaucoup de temps, mais dites-moi, parce que j'ai adoré. Eh bien, en fait, c'est tout simplement du piment en fait, qui est séché, fumé, pulvérisé et qui est Quel ajouté, piment ça va être du piment Goria. D'accord. Voilà. Qui n'est pas très puissant. Je veux dire en capsaïcine, pas très fort. On va chercher à amener la note fumée, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et voilà. Bah écoutez, moi j'invite les amateurs et les curieux qui entendent l'émission ce matin à se rendre sur votre page Instagram Maison Martin. Vous faites pas mal de promos et vous avez raison parce que c'est tentant et même moi qui redoute extrêmement le piment, j'ai été surpris et assez heureux de goûter vos sauces qui ne m'ont pas mis sur le flanc, je vais dire. Hein, voilà. Au contraire, je trouvais que ça relevait très agréablement les plats et notamment quand on tape dans la cuisine Tex-Mex, hein, vous imaginez bien que... Mais bon, pas seulement. Pour relever les légumes en France, c'est vrai que les Basques le font avec le piment d'Espelette, mais il faut élargir un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le marché ce matin. On se retrouve bientôt et nous, on va partir du côté de Beaune. Ah bah là, on va se rincer le palais. Hein. Si on a un peu abusé du piment, on a de quoi puisque c'était le 107e tas de vinage. Je vous dis ça tout de suite. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on est de retour sur ce beau marché. Alors après les piments rouges, et pas seulement, de la Maison Martin, on va s'occuper de vin rouge. Et pas seulement, du blanc et aussi du crément, puisqu'on est en Bourgogne. On y était en fait la semaine dernière pour un événement qui est le 107e tas de vinage. Qu'est-ce que c'est le tas de vinage? C'est ce concours qui permet de labelliser tous les ans les meilleurs vins de Bourgogne présentés dans le concours, parce qu'il y en a d'autres évidemment. En tout cas, plus de 600 vins au départ, 600 vins dégustés par un panel de dégustateurs dont j'avais la chance de faire partie. Alors je vous fais vivre un peu de cette ambiance du château de Clos-Vougeot, excusez du peu, avec le grand intendant.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Arnaud Orcel, vous êtes l'intendant général de la confrérie du tas de vinage ou du tas de vin. Hein, des chevaliers du tas de vin. En quoi ça consiste d'être l'intendant général ? Écoutez, chaque année, nous recevons au château du Clos de Vougeot plusieurs centaines d'amateurs de vin de Bourgogne et nous organisons dans le cadre de nos chapitres des grands dîners qui réunissent des amateurs de vin de Bourgogne. La confrérie est une association qui regroupe 12 000 membres à travers le monde et donc mon travail au quotidien, c'est d'organiser la vie de ce groupe d'amateurs de vin et la gestion du château du Clos de Vougeot dont nous avons en charge depuis 1945. Alors, dans cette charge tombe l'organisation chaque année de ce qu'on appelle le tas de vinage. Alors, en quoi ça consiste le tas de vinage ? C'est en fait une dégustation qui est vouée à quoi ? Alors, le tas de vinage, c'est une dégustation qui regroupe des professionnels du monde de la vigne et du vin bourguignon et d'ailleurs, qui vont déguster les crus de Bourgogne, depuis le Chablis jusqu'au Beaujolais, pour déterminer les vins qui représentent plus leurs appellations et leurs millésimes. Et ces vins-là pourront porter l'étiquette du tas de vinage, soit sous forme d'étiquette, soit sur un macaron, afin de permettre aux consommateurs d'avoir une garantie de qualité et de plaisir. Alors, contrairement aux appellations, et notamment les fameuses AOC qui sont délivrées par l'État, qui sont un label d'État, on ne peut pas dire que l'étiquette du tas de vin est un label, on peut dire que c'est un signe de qualité ? C'est un signe de qualité, alors c'est pas étatique, on pourrait peut-être dire que c'est ducal, puisqu'on est en Bourgogne, mais oui, c'est un signe, une distinction qui permet, on va dire, dans la jungle des appellations bourguignonnes et les nombreux domaines qui existent, de pouvoir repérer, on va dire, les vins qui sont validés par la confrérie. Oui, validé, ça veut dire qu'au milieu de ceux qui se présentent, parce qu'évidemment on ne prend pas tous les vignerons, il faut se présenter au tas de vinage, on identifie les meilleurs, pour faire simple. Tout simplement. Et c'est une dégustation qui se déroule comment ? Ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui ? Alors cette année, on a dû évidemment faire évoluer le concept. Chacun est sur une table, déguste en son âme et conscience une vingtaine de vins, 10 vins blancs, 10 vins rouges. Et il y a d'autres tables voisines où des dégustateurs vont déguster également les mêmes vins. On va faire une moyenne des vins qui ont été dégustés sur la note qui a été donnée par les dégustateurs. Et on va vérifier que le vin, selon les critères qu'on a définis, pourra être tadviné. Tadviné, hein, donc frappé du sceau de la confrérie du tas de vin. Alors, Arnaud Orcel, pour nous expliquer un peu comment ça se passe, combien de vins au départ sont présentés ? Alors, on a deux séances. Cette séance, c'est la séance de printemps où on a dégusté 680 vins aujourd'hui. Il y aura une autre séance juste avant les vendanges en septembre où à peu près le même nombre de vins seront dégustés. Et chaque année, bon an mal an, c'est environ c'est plus des 2/3 des vins qui sont éliminés pour garder vraiment que l'excellence à travers toutes les appellations, puisqu'on retrouve un Bourgogne, un Aligoté et puis pourquoi pas un Mazy-Chambertin. Oui, alors ça veut dire, si je comprends bien, qu'à chaque fois, il y a environ 250 bouteilles qui vont être tadvinées sur l'ensemble. 650 vins à chaque session, ça représente l'ensemble de ceux qui ont été présentés ou est-ce qu'il y a déjà une présélection ? Non, il faut savoir que le tadvinage et la sélection est gratuite. C'est les vignerons qui viennent apporter leur vin. Ils choisissent, ils savent très bien, parce qu'il y a, on le sait, la Bourgogne produit l'excellence parmi les grands crus, mais ça représente que 2% des vins de Bourgogne. Et donc, il reste de nombreuses appellations et c'est aussi là-dessus que le tas de vinage permet de se repérer et puis d'aider le vigneron parce que c'est ça aussi le but du jeu, c'est de l'aider parce que la confrérie du tas de vin et le tas de vinage sur les marchés par exemple à l'exportation sont reconnus depuis de nombreuses années comme un gage de qualité. Alors si je comprends bien, c'est un outil de promotion pour les vignerons bien sûr mais aussi pour la Bourgogne. En fait, le travail de la confrérie Chevalier Tas de Vin, dans les statuts, c'est la promotion du tourisme et des vins de Bourgogne et de la gastronomie. Alors aujourd'hui sur l'état, moi je vois de tout. Hein. Il y a des créments, c'est-à-dire des vins effervescents qui soient blancs ou rosés. Il y a beaucoup de blancs, beaucoup de rouges, des crus villages, des premiers crus, des grands crus. En fait, toute la production viticole bourguignonne est représentée sur les tables du tas de vin. Il y a même des crus
creux du Beaujolais qui sont présentés. Donc en effet, on se targue de défendre toute la Bourgogne. Il peut y avoir de l'excellence à tout niveau d'appellation et c'est ça qui compte. On sait très bien que les consommateurs ne dégustent pas que des Chambertin, et moi non plus d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime à trouver un joli Mercurey, un Mâcon IG, un Chablis Premier Cru ou un Vézelay à travers ce label, parce que ça me permet de découvrir des nouveaux vignerons. Cette année, on a à peu près une centaine de domaines qui ont présenté des vins. Il y a 15 nouveaux domaines qui ont présenté des vins. Donc voilà, on va voir quels sont les domaines qui sortiront cette année. Encore un mot, vous disiez année particulière. D'habitude, la convivialité, c'est ce qui mène les dégustations du tas de vinage. Aujourd'hui, chacun est sur une table bien séparée par les distances sanitaires. À quelque chose, malheur est bon. Est-ce que ça vous a fait progresser dans ce concours? Est-ce que vous avez trouvé des idées que vous allez appliquer par la suite, quelle que soit la situation? Je crois que Vincent, vous avez tout à fait pris la bonne formule. À quelque chose, malheur est bon. Il nous a fallu réfléchir, repenser, faire valider par toutes les autorités, la préfecture, la sous-préfecture, etc. Mais on a des notes de dégustation qui sont hyper détaillées, qui sont très précises, et ça nous permet de progresser, parce que le but du tas de vinage, c'est la sélection des vins. C'est pas la convivialité, c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que c'était un bon moyen. On a perdu un petit peu de cela, mais vous voyez, c'est la fin de la dégustation. Les gens se retrouvent masqués pour discuter, parce que c'est aussi la rentrée. Ce tas de vinage, c'est un petit peu la rentrée de printemps pour l'ensemble de la Bourgogne. Un dernier mot, Arnaud Orcel. Alors, c'est comme le permis de conduire ici. On ne vous donne pas les résultats tout de suite après la dégustation. Je suppose qu'il y a des délibérations, par exemple. À quel moment est-ce que les vignerons seront prévenus de leur acceptation ou non dans le tas de vin ? Alors, on va laisser passer le week-end et on va consulter tous les résultats lundi pour mardi apporter l'information, la joyeuse information aux vignerons. Alors, j'aperçois là-bas, à une table à 3-4 mètres d'ici, Ludivine Griveau, qui est la régisseuse du domaine des Hospices de Beaune. Je vais aller lui demander ce qu'elle est en train de déguster. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ludivine Griveau, vous êtes la régisseuse des Hospices de Beaune. C'est important pour vous d'être aujourd'hui à la dégustation du tas de vinage ? Alors c'est extrêmement important, déjà parce que j'en ai jamais raté aucun depuis que j'ai commencé ma carrière, on peut dire. Exactement, mais même avant. Ça fait presque une vingtaine d'années que j'y viens, donc j'en suis très, très honorée. Alors pourquoi alors ? Eh bien parce qu'en fait on a une vitrine incroyable de la Bourgogne. Déjà, on fait de très belles rencontres. Et puis, on a l'occasion de goûter aussi des appellations, soit dans lesquelles on est très à l'aise, puisqu'on a l'habitude d'en faire. Et puis aussi, plus humblement, des appellations qu'on connaît moins, qu'on peut découvrir. Et puis, apprendre à toujours se remettre en question, s'entraîner aussi à la dégustation. Et puis, passer un bon moment. Mais ça veut dire que c'est un peu un baromètre pas de la concurrence, mais en tout cas de l'activité, de la production des domaines. Vous avez exactement défini le bon terme. Le baromètre nous sert aussi à nous étalonner, à essayer de positionner les vins qu'on a pu élaborer, se remémorer aussi les difficultés d'un millésime. On a aujourd'hui des 2018 et 2019 qui étaient des millésimes très différents l'un de l'autre. Donc on fait un petit retour en arrière, on fait un petit retour sur image. Dites-nous en quoi ils étaient différents pour ceux qui nous écoutent. Alors 2018 était un millésime très généreux en termes de quantité, qu'il a fallu attendre un petit peu parce que les raisins étaient nombreux sur les pieds. Donc on a parfois le risque d'une petite défaillance de maturité, il fallait être très vigilant. Et à contrario, 2019 était un petit peu plus précoce et avec des quantités de récolte bien moindres. Donc on pourrait s'attendre à un peu plus de concentration dans les 2019 que dans les 2018. La concentration, c'est pas le piège en Bourgogne rouge notamment, c'est-à-dire trop d'extraction, des goûts trop profonds, trop de matière, alors qu'on aime bien les Bourgognes qui restent légers? C'est le piège dans le sens où la région est en monocépage. Le climat pourrait être le danger dans le sens où ça pourrait linéariser, un petit peu standardiser. Et pourtant, les grands terroirs ressortent toujours. Les terroirs plus compliqués à travailler tirent leur épingle du jeu quand l'œnologie prend un petit peu le relais. Donc c'est une vigilance à apporter, c'est sûr. C'est le génie du Pinot Noir, ça, de révéler les terroirs. Ah, c'est la magie du Pinot Noir, l'alchimie de la Bourgogne. Ludivine Griveau, un dernier mot. Vous avez eu
un coup de cœur aujourd'hui pour certains crus de Bourgogne, de ce que vous avez goûté? On ne connaît pas les noms évidemment des domaines, des propriétaires, mais sur les appellations, vous avez eu des coups de cœur? Alors j'en ai un là, juste sous les yeux. Évidemment, on goûte à l'aveugle, vous avez raison de le rappeler. Et puis on a une très belle bouteille de Nuit Saint-Georges rouge, millésime 2019. Donc si je vous lis mes notes, c'est une robe noire, intense, la liqueur de fruits concentrée, boisé marqué certes mais fondu, puissant au nez, attaque serrée, tanin mûr, belle trame, beau devenir. Je lui ai mis 16. À 5 km d'ici. À 5 km d'ici à vol d'oiseau. Et oui, puisqu'on était dans la côte de nuit avec Nuit Saint-Georges, moi aussi j'ai eu un petit coup de cœur, hein, je vous le dis, en passant, un Moret-Saint-Denis, appellation village, absolument superbe, d'une ampleur, d'une rondeur extraordinaire, hein, 2018. Je m'en souviendrai longtemps. En tout cas, merci à Arnaud Orcel et Ludivine Griveau d'avoir été avec nous. Ludivine Griveau qui mène cette maison vénérable des Hospices de Beaune avec son palais délicat, mais quand même avec une main de fer. Hein. Ah, il faut ça. Allez, on se quitte, on va s'occuper un petit peu de cochons. Juste après la publicité, je vous emmène dans le Jura. On reste en Bourgogne-Franche-Comté. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on reste en région Bourgogne-Franche-Comté. On était du côté du château de Clos-Vougeot, à côté de Beaune, zone très civilisée et marquée par la vigne, bien entendu. On va aller plus dans le sauvage, là. On va partir du côté du Jura. Et j'ai appelé un homme qui vient de changer de vie pour s'enfoncer dans le Haut-Jura. C'est Rodolphe Houssin qui est avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous sur le marché ce matin. Alors, je disais beaucoup plus sauvage, hein, puisque vous êtes installé dans le Haut-Jura. Pouvez nous dire où exactement ? Alors, je suis sur le secteur des lacs et cascades dans le Jura. Je suis pour ceux qui connaissent, entre le lac de Chalin et les cascades du Hérisson. Donc, c'est beau les cascades du Hérisson, c'est merveilleux. Voilà. C'est mon âme jurassienne qui parle, là, vous me faites vibrer. Alors, ce qui est étonnant, on va parler de cochons ce matin. D'ailleurs, ce qui a attiré mon attention sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, c'est le nom que vous avez donné à votre page Instagram, le meilleur cochon du monde. Le meilleur cochon du monde, c'est pas un vœu pieux, c'est ce que vous entendez réaliser d'ici quelques mois, là, hein, maintenant. De prétention dans ce que je voulais faire, c'était une exigence un peu personnelle. C'était me dire que je vais essayer de faire ce qu'il y a de mieux pour le cochon, en fait, pas forcément. Je prétends pas révolutionner le cochon. Voilà, pouvoir révolutionner le cochon. Mais c'était un petit clin d'œil sur ce que je voulais, moi, et ce qui a vraiment axé tout mon projet, mon installation, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le cochon au niveau de la bientraitance aujourd'hui. C'était plutôt... parce que c'est une démarche, hein. Avant d'être une démarche commerciale, c'est un chemin de vie pour vous, hein, parce qu'il faut bien le dire, vous n'êtes pas issu du milieu agricole, ni vous ni votre compagne, et vous n'êtes pas jurassien non plus. Donc vous êtes purement débarqué en forêt jurassienne pour changer de vie, quoi. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est un cheminement quand même de quelques années. Ouais. Mais nous, le Jura, c'était une région qu'on appréciait, et d'y être, on voulait vraiment s'investir pour cette région là et pouvoir proposer à terme quelque chose que nous on trouvait pas. Donc c'est une région dans laquelle, au niveau agricole, il y a des choses de fait. Bien sûr. Intéressante, que ce soit en termes viticoles ou on est quand même en zone comté également, donc c'est vraiment tout le côté laitier et même un peu d'élevage, mais le cochon c'est pas une spécialité en dehors. Alors ce qu'on va appeler le pays des tuyers, parce que ces tuyers sont des établissements qui proposent de fumer en fait les spécialités charcutières, les salaisons franc-comtoises. À la fameuse saucisse de Morteau, la Montbéliard, et puis différentes pièces de cochon. Mais on ne peut pas dire que ce soit ultra cochon, le Jura. Non, c'est pas un pays d'élevage du cochon. L'élevage est présent, essentiellement dans le Doubs. Mais pourtant, c'est très intéressant d'y faire des cochons parce qu'il y a beaucoup de production de lait, donc beaucoup de production de sous-produits du lait. Le fameux lactosérum, le petit lait, quoi. Voilà.
Voilà. Et donc ça nous paraissait intéressant de faire ça ici, d'autant plus que nous on trouvait pas l'offre en fait en tant que consommateur. On était aussi obligé de se tourner vers les bouchers qui proposaient ce qu'ils peuvent et les grandes surfaces qui proposent aussi les produits qu'on connaît. Alors je le disais tout à l'heure, en un mot, il faut quand même nous tracer votre chemin. Vous venez de quel métier, vous, à la base ? Alors moi j'ai 44 ans, j'ai travaillé longtemps dans le commerce, la distribution, j'étais responsable de stock. Et où ? Alors moi je viens de région parisienne et j'ai vécu longtemps à Metz également. D'accord. Voilà, donc en avant fait, autant le Jura que le cochon. On était mosellan. Voilà. Ouais, donc c'est bon. Alors c'est vrai que on va dire que les Lorrains et les Franc-Comtois, ils se touchent. Évidemment, les deux régions, et il y a beaucoup de choses en commun. Mais enfin, c'est un autre monde pour vous de venir faire du cochon en forêt aujourd'hui. Oui, après, c'était vraiment... moi, l'envie, elle était de pouvoir travailler à l'extérieur, pouvoir travailler avec les animaux et essayer d'apporter à ma petite échelle quelque chose. Une pierre à l'édifice de l'artisanat charcutier français, on va dire. Mais exactement, et puis à l'élevage, parce que je me suis rendu compte que en tant que consommateur, je m'exaspérais souvent sur le prix du cochon qu'on peut trouver en grande surface. Et sous-payé, évidemment, et combien. Voilà. Et de me dire à 1,99 €. Et comment vous êtes formé avec votre compagne ? Parce que décider tout d'un coup qu'on va être éleveur de porc sans en être issu d'une filière ou d'une famille, c'est simple ? C'est simple, non, c'est pas très simple parce que les installations agricoles sont pas forcément évidentes, surtout à mon âge avancé. Ça va, n'en rajoutez pas. Hein. Non, je ne rajoute pas parce qu'il y a beaucoup de choses faites pour les installations de jeunes agriculteurs, mais voilà, il faut pas forcément. En reconversion, c'est moins simple. Ouais, et vous êtes formé où, vous, alors, du coup ? Alors, je me suis formé dans un centre de formation professionnelle pour adultes. J'ai fait donc un BPREA, qui est un brevet de responsable d'exploitation agricole. Où ça, pendant en France ? un an. Comment ? Où ça, en France ? Oui, à côté de Lons-le-Saunier, dans le Jura, d'accord, à Montmoreau. Super. Voilà. Donc, qui pendant une période pendant laquelle on a eu de la formation théorique et pendant laquelle on a eu des stages sur des fermes pour apprendre un peu l'élevage. Et alors, deux questions qui, moi, me semblent évidentes. D'abord, pourquoi en forêt ? J'ai jamais entendu vraiment parler qu'on fasse du cochon en forêt. Autant je savais que ça se faisait avec le poulet dans les Landes. Pourquoi la race Duroc ? Alors en forêt, parce que pour plusieurs raisons en fait, c'est que initialement dans le projet c'était pas forcément là, mais il y a la difficulté de l'accès aux terres agricoles. Donc pour moi c'était difficile d'avoir d'acheter des terres déjà agricoles. Voilà, c'était compliqué d'avoir, moi, hors cadre familial, avoir accès à de la terre agricole. Et pour avoir visité plus d'une dizaine d'éleveurs en France en porc plein air, je me suis rendu compte un petit peu des difficultés de l'élevage plein air sur de la prairie, qui n'était pas si adapté que ça pour les cochons finalement. Et que, en se renseignant un petit peu, on voit que... Vous avez quelle surface en forêt dans le Haut-Jura ? Là, je suis sur 10 hectares, à peu près 10 hectares de forêt. Que vous avez entièrement clôturé. Donc ça y est, c'est terminé, c'est entièrement clôturé, D'accord. Et là, vous attendez vos cochons ? Et j'attends les cochons avec impatience. Dans combien de temps ? Je vais aller d'ici 2 semaines, je pense, pour les premiers. Vous les achetez où ? En Isère, dans une ferme en Isère. D'accord. Génial. Et alors, pourquoi le Duroc ? Il nous reste 1 minute pour nous expliquer pourquoi ce cochon est adapté à la vie en forêt à cette altitude dans le Jura. Alors parce que justement le cochon Duroc, c'est un cochon qui s'adapte bien à son environnement, qui est assez rustique, qui nous vient plutôt des États-Unis, qui est un cochon qui amène pas mal de persillés à la viande et qui m'intéressait par son côté un peu plus rustique. Alors là, on est d'accord, c'est pas parce qu'il est américain que c'est de la malbouffe. Hein. Il est américain, mais si on l'élève avec les bons aliments
Et en prenant le temps, ça devient un super cochon. Le meilleur cochon du monde. Ça deviendra le meilleur cochon du monde, peut-être, en tout cas. J'espère qu'il aura les meilleures conditions de vie possibles. Oui, évidemment. Alors, vous savez quoi? Je vous propose qu'on se repasse un coup de fil, peut-être à la rentrée, vers septembre-octobre, hein, au moment où les forêts vont être bien belles dans le Jura, pour prendre des nouvelles de vous et de votre compagne et de vos cochons surtout. Avec plaisir. Ok, je vous laisse aller terminer de préparer le terrain. Merci Rodolphe Houssin, meilleur cochon du monde. Moi, j'attends ça, vous pensez bien. Mes amis, Maxime Sénat, mon réalisateur, et moi-même, on vous remercie d'être venu faire votre marché avec nous, comme chaque dimanche sur Sud Radio. Et merci de supporter et de saliver avec nous pendant 1 heure. Et oui, on salive. On se retrouvera dimanche prochain pour encore se donner faim. Tiens, voilà un truc que la situation sanitaire n'arrive pas à briser, notre bel appétit. Tant mieux, personne ne nous retirera ça. Et j'ai comme l'idée qu'on va parler de chocolat dimanche prochain. Ah oui, je sais pas pourquoi, une idée comme ça. Allez, un bon dimanche à tous avec nos programmes. Je vous laisse en compagnie de Jacques Plessis qui reçoit Monseigneur Di Falco. C'est normal, hein, pas qu'arrive. Puis les clés d'une vie, Nathalie Schrein-Guirma pour Sud Radio, c'est ça la France. Je vous laisse, faut que j'aille préparer le déjeuner. Comme vous, j'espère.